Bonjour à tous. Il faut que je me lance. Ça va aller. Rapide slide de présentation traditionnelle. Donc, je m'appelle Mathieu Luc, je travaille chez Zenica et plus particulièrement, je dirige la partie agence digitale avec le doigt tout ça, qui s'appelle Aya chez Zenica. Et donc, vous me retrouverez sur Sweep, sur Twitter et GitHub. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Vanilla.js. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Vanilla.js, ce n'est pas de la glace à la fraise et à la vanille, c'est donc du pur JavaScript. C'est le principe. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Il y a même un site vanillajs.com. C'est le principe de dire je veux absolument faire du JavaScript sans framework. Mais moi, parce que je suis un petit peu joueur, vous le verrez que j'ai été un petit peu joueur, j'ai envie de le faire la version 2018, c'est-à-dire pas du pseudo jQuery d'il y a 10 ans, mais vraiment du truc rigolo qu'on peut faire que depuis 2018. Alors, j'ai un gros disclaimer au début de ce talk qui est il existe des gens qui sont des pros Vanilla.js, des puristes, qui considèrent que tous les frameworks sont pourris. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je suis plutôt pro-framework. Je vis dans les frameworks à longueur d'année. Et cette expérimentation, en quelque sorte, c'est plutôt une façon de redécouvrir les frameworks, de savoir comment ça marche en dessous et de savoir ce que ces frameworks font pour moi que de penser que les frameworks sont nuls. Et puis l'autre truc, c'est que j'ai utilisé trop de photos, mais au moins c'est la fin de la journée, ça va détendre un petit peu. Alors pourquoi j'ai fait? Donc j'ai un peu spoilé, c'est pour redécouvrir pas mal de choses. L'autre disclaimer, c'est ne mettez pas ça en production. Ça marche quand ça veut sur les navigateurs qui veulent bien. C'est juste pas pour ça qu'on le fait. Pour autant, j'espère que vous y trouverez quand même une certaine forme d'intérêt, comme moi. Alors pourquoi on le fait? Moi déjà c'est pour m'amuser. Alors j'ai peut-être une forme de jeu assez étonnant le soir chez moi, mais il y a vraiment un côté fun, un côté je me jette aussi. Voilà, c'était le sens de la photo, un côté expérimentation et puis vraiment découvrir et faire des nouvelles expériences. Et puis un sens de retrouver le nord, retrouver l'origine des choses. Puis en plus, il y a des navigateurs qui ont des logos de boussole, donc c'est idéal. Et retrouver comment les navigateurs fonctionnent vraiment. C'est-à-dire que nos frameworks sont développés pour user des navigateurs. J'avais envie de redécouvrir ce que c'est que user moi-même du navigateur, parce que finalement, c'est ce que je fais au jour le jour, mais de façon indirecte. Alors pour faire tout ça, j'ai mis des règles comme au Fight Club, parce que sinon c'est beaucoup moins drôle. 3 règles. La première, pas une seule ligne de code source externe au projet. Donc quand je dis pas de framework, c'est pas de framework. J'ai vraiment envie de redécouvrir la base. Utilisation d'un maximum de nouvelles normes possibles. Donc le but c'est d'aller chercher de la nouvelle norme. D'aller potentiellement chercher le vice, même aller chercher des normes, même peut-être là où ça n'aurait pas été nécessaire, mais le but c'est de découvrir des normes. Si c'est pour faire comme avant, comme d'habitude, ça ne sert à rien. C'est la dernière que j'ai créée, je l'ai créée un petit peu après. Ça a l'air de rien, mais quand on fait ce genre de jeu, 2 navigateurs c'est beaucoup. C'est-à-dire que 1 ça va, le deuxième avec le même code, c'est pas forcément gagné. Donc une règle importante, 2 navigateurs. Puis c'est aussi un garde-fou. C'est-à-dire qu'en fait, quand on étudie un peu le monde des navigateurs, on se rend compte qu'il y a des lobbies, qu'il y a des influences, etc., etc. Et que si on fait un code qui marche que sur un navigateur, on suit la voie d'un lobby. Et on n'est pas forcément sur ce qu'est le web au sens large. Donc 2 navigateurs, c'est important. Mon slide politique pour dire j'ai un peu menti pour vous faire venir et tout, parce que Vanilla.js c'est cool. En vrai, je fais Vanilla Web, c'est-à-dire que vous verrez, il y a une bonne partie de JavaScript, je vous rassure, mais c'est toute la plateforme qui m'a intéressé. Et vous verrez principalement que dans l'architecture, il y a pas mal d'HTTP2. Et l'HTTP2, c'est pas du JS, je l'avoue volontiers.
Donc ça, c'est mon slide architecture. Pour dire vision d'ensemble, comment j'ai abordé les choses. Je me calme un peu après sur les photos quand même. Hein. Il y a même du code, tout ça. Donc ça, c'est l'architecture que je n'ai pas utilisée. C'est l'architecture que je serais susceptible d'utiliser en temps normal quand j'ai besoin que ça marche. Donc côté outillage, j'en ai tout un tas d'outils et de frameworks. Hein, j'ai fait simple. J'ai fait l'architecture simple. Donc côté outillage, le central c'est Webpack pour rassembler toutes mes sources en un bundle pour la production. Et puis Babel pour passer les sources à travers, donc coder un peu dans le JavaScript que je veux et que ça marche dans le navigateur. Donc React ou n'importe quel autre framework, pour le coup c'est pas le sujet, pour dire un framework pour faire du web, et Redux parce que j'aime bien, vous verrez ça que j'aime beaucoup, on va dire. Aujourd'hui, l'idée c'est de faire ça différemment. Essayer de faire une application différente. Webpack, on verra comment je le justifie, mais j'ai essayé de le remplacer par HTTP2. Babel, je l'ai viré. React, je suis allé voir ce que proposent vraiment les web components, et on le regardera. Et Redux c'est 10 lignes, on peut le refaire. Ensuite, il y a l'application prétexte. Une fois qu'on a choisi notre stack techno pour un projet fun comme ça, une fois qu'on a choisi la stack, il faut-il encore trouver un prétexte. Donc le prétexte officiel du web, c'est To Do MVC. Moi, To Do MVC me gonfle, j'en ai vu trop. Donc mon nouveau prétexte qui me plaît à moi, c'est 2048. C'est quand même vachement plus drôle qu'un To Do. Et en plus, on peut jouer avec. Donc c'est tout, c'est mon prétexte. Alors, il a d'autres avantages, c'est qu'il y a des animations, il y a un peu de CSS et il n'y a pas besoin de back-end. Donc c'est quand même assez pratique comme jeu. Alors, premier sujet, HTTP2. Alors, vous verrez qu'à chaque fois, chaque techno que je vais montrer un petit peu, je vais montrer qui le normalise et un petit peu de théorie. L'HTTP2, c'est l'IETF qui le normalise. Donc, à chaque fois que j'essaye de redire l'acronyme, je me plante. Internet Engineering Task Force. Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui normalisent le TCP/IP. Donc, Internet au sens réseau pour de vrai, quoi, les routeurs, etc. C'est eux qui normalisent l'HTTP. Alors pour la petite histoire du HTTP2 en très vite, on était en HTTP1 depuis des années et des années, on parle au moins 10 ans je pense. Et puis Google trouvait ça un petit peu old school et lent, alors ils ont sorti Speedy, ça se prononce Speedy, hein. Ils ont sorti Speedy il y a quelques années en disant bon bah il faudrait quand même aller un petit peu plus vite et nous on met ça, on l'implémente dans Chrome et ça marche tout de suite, même si c'est pas une norme. Et l'IETF est repassé derrière et a dit oh ouais ok c'est pas trop mal, donc on va mettre un tag HTTP2 dessus et puis ça va être bien. Je simplifie beaucoup mais c'est l'idée. Alors qu'est-ce que ça apporte HTTP2? Donc rapidement, quand on charge un site internet avec HTTP1, on fait une première connexion sur la ressource de base, sur le document HTML. On utilise une connexion HTTP pour ça. On reçoit le fichier, on le parse, on découvre qu'on a besoin d'autres ressources, et pour chacune des nouvelles ressources, on lance une nouvelle requête TCP, une par fichier. C'est pour ça qu'on a des choses comme Webpack et compagnie qui disent que ce schéma-là, quand on a 200 ressources pour une seule page, c'est beaucoup. Et c'est lent. Et on ne peut pas se permettre d'avoir 200 ressources. Rigolez pas, j'en ai fait des sites avec 200 ressources. À l'époque où on mettait des petits carrés pour les angles des images et tout. Oui, je l'ai fait. Donc, ça a ses limites. HTTP2, il y a un truc qui change fondamentalement. Je ne suis pas un pro de la norme, hein, mais le schéma principal, c'est de dire pour une page, on peut garder la connexion TCP et on l'utilise comme avant, mais on garde la même connexion TCP, on télécharge plein de fichiers, mais on peut garder une seule connexion TCP et ça va déjà vraiment beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup plus vite. On parle de 2 fois plus vite juste en changeant de protocole. Et pour l'instant, là, les devs n'ont rien fait. Ils ont juste allumé ça dans leur serveur de dev et ça marche.
évidemment, je suis un petit peu plus ambitieux que ça, et moi, une fonctionnalité que j'avais lue qui existait et qui m'intéresse et que, voilà, qui me dit vraiment je vais pouvoir bousiller Webpack avec ça, c'est ce qui s'appelle le push. Donc c'est dans la norme, très peu de gens s'en servent, mais c'est la fonctionnalité de dire quand le client me demande une page HTML, n'importe laquelle, le serveur peut de lui-même décréter que si tu me demandes index.html, je te pousse index.css, JS, etc. Je sais que tu en auras besoin, donc je te le pousse, que tu me le demandes ou non. Je me suis dit, ah, c'est cool ça. Le concept du on peut pas avoir 36 000 ressources pour un même fichier, pour un même site, pour une même page, on peut passer outre. Alors, pour toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer, je vous montre un petit peu la compatibilité. La compatibilité d'HTTP2, elle est très bonne. Ça marche. Bon, j'ai commencé à prendre le biais de dire que très bon, c'était tout sauf IE. C'est déjà pas mal. C'est quand même vert, même dans IE. Donc j'ai voulu mettre à l'épreuve la phrase que j'ai entendue de puristes d'HTTP qui me disaient non mais une fois qu'on aura HTTP2, Webpack ça va crever. Alors je sais pas si vous savez, mais ils sont à Webpack 4, c'est un des projets les plus populaires du monde JS. Il est loin d'être crevé aujourd'hui. Alors, on y va. C'est là qu'on va commencer à faire un peu de code, un petit peu de choses réelles. Donc Node, je vous refais pas la description de ce qu'est Node, j'ai pas forcément le temps. C'est juste que j'ai utilisé Node pour le serveur parce que c'est JS et parce que je sais pas coder autre chose. Alors le module HTTP2 dans Node. Alors ça, c'était mon slide où je voulais le mettre un beau slide avec plein de rouge en disant attention, j'ai utilisé un truc expérimental, je me suis cassé les dents. Et ces petits gens sympas l'ont passé en stable le mois dernier. Donc maintenant c'est stable. C'est stable depuis pas longtemps, mais c'est stable. Donc voilà, c'est le principe. HTTP2, c'est normalisé depuis 2015, mais ça arrive en stable dans la plupart des plateformes en ce moment. Donc c'est quand même relativement frais. Donc ça y est, on commence à faire du code. Donc je ne vous demande pas de retenir toutes les lignes de code qu'il y a là, donc je sais bien que c'est un petit peu pénible. Je vous demande, je fais quelques focus sur deux, trois parties. Juste une pour dire à peu près au centre du code que grosso modo l'idée c'est de, pour une requête, identifier tout ce qui a pushé avec la fonction qui s'appelle find_push_files. Donc qu'est-ce que je dois pusher pour cette page qui m'a été demandée. Je fais une boucle dessus et je push tout. Push. Et à la fin, je lui envoie le fichier, le document qu'il m'a demandé. C'est comme ça qu'on code, c'est pas très très difficile. Bon, c'est encore mal documenté et mal référencé sur Internet, mais on finit par y arriver. Et l'autre truc que je voulais mettre en avant sur ce slide, c'est le if que j'ai mis autour. Ça, c'est mon if d'extrémiste qui dit si la requête est dans la liste des requêtes que je veux bien recevoir, je la traite, sinon c'est 404 pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire du push, parfois ça marche pas. Si ça marche pas, le navigateur il n'a pas le fichier, il fallback et il requête fichier par fichier. Moi j'avais pas envie qu'il fallback, j'avais envie qu'il fasse du push, j'avais pas envie de faire semblant de faire du push. Du coup j'ai fait si ça marche pas en push, ça marche pas, tant pis. Donc c'est ça mon if. Et puis après on se lance, on code, on galère peut-être un petit peu. Donc quand on chipote avec les normes du web, tôt ou tard on finit sur le blog de Jack Archibald, donc un bonhomme qui travaille chez Google et qui est très actif sur les nouvelles normes et surtout sur le requêtage et les caches dans les navigateurs. Donc comme sur beaucoup de techno, il a fait un article qui se transforme rapidement en bible du sujet. Il en a fait un sur le push. Vous voyez le titre, il dit c'est pas facile à faire, donc ça veut à peu près tout dire. Si lui admet que c'est pas facile à utiliser, voilà, j'ai galéré un petit peu, mais on finit par y arriver. Le principal écueil, c'est ce schéma que je vais pas détailler vraiment en détail. Il a fallu que je pousse un peu les bords pour que ça rentre dans le slide. C'est simplement un schéma qui essaye de montrer tous les niveaux de cache qu'un navigateur gère quand on lui demande une ressource.
Quand il a besoin d'un fichier, n'importe lequel, il peut être dans au moins 5 caches différents avec les nouvelles technos. Et que le système de push, son principe, c'est de juste renseigner un cache, et si le navigateur plus tard aura besoin de ce fichier, il le trouvera dans le bon cache. Le problème du développeur, c'est de savoir quoi est dans quel cache et pourquoi il sort du quel cache et comment. Et pour le coup, les DevTools des navigateurs, ils sont pas hyper précis, ils sont pas encore hyper clairs là-dessus. Et grosso modo, on est obligé d'absorber ce schéma et de le comprendre. C'est pas tous les jours facile, mais on y arrive. Une fois en prod, j'ai ce schéma-là. Alors, ce qu'on y voit, on voit pas très très bien. Ce qu'il faut repérer, c'est donc en fait sur la droite du schéma, vous avez ce qu'on appelle le waterfall, c'est-à-dire je télécharge un fichier, j'en ai besoin d'un autre, j'en télécharge un autre, etc. Et le temps passe avec tout ça et je télécharge tous mes fichiers. Je peux pas pointer ou quoi, donc je vais essayer de me débrouiller. À la verticale du téléchargement du premier fichier, on a une vingtaine de lignes avec une toute petite barre qui est le téléchargement de chacun des fichiers. Pour dire que quand j'ai demandé le premier fichier, j'ai reçu immédiatement les 20 premiers fichiers. Et ça, c'était plutôt cool. Ma page est chargée en 180 millisecondes et ça marche plutôt bien. Donc, grosso modo, ça veut dire que, grosso modo, ça marche. Par contre, j'ai dû faire une horreur. Je l'avoue, je le présente. La question est de savoir comment je décrète quel fichier ma page aura besoin. Donc j'aurais pu être lâche et l'écrire à la main, en disant mon index.js a besoin de mon toto.js, qui a besoin de mon titi.js, etc. Tout archiver ça à la main. Même pour un projet fun, entre guillemets, je trouvais ça trop pénible et j'avais pas envie de le faire. Du coup, je l'ai scripté. Je l'ai scripté, alors c'est là où revient ma première règle, pas de code source externe. Donc parser du code HTML, etc., c'était pas possible. Et du coup, je l'ai fait à la main, et qu'est-ce qu'on fait quand on le fait à la main? On fait des regex dégueulasses. Donc grosso modo, c'est ça qui est à l'écran. J'ai simplifié un peu le code, mais grosso modo, je parse tous les fichiers dont j'ai besoin, je passe des regex pour savoir ce dont j'ai besoin, et je récurse pour savoir si les fichiers que je push ont aussi besoin de quelque chose. Ça marche. Ça marche, oui, c'est-à-dire que par exemple on met une ligne en commentaire, ma regex elle rate le commentaire et elle prend quand même le fichier. Il ne faut pas non plus se leurrer. Les slides café, il y en aura plusieurs pendant la presse, ça veut dire ce qui en découle, petite conclusion finalement. Reste très grand ouvert la question de comment on extrait ce qu'il y a à pusher dans une requête de fichier, quand on nous demande un document. Alors on pourrait imaginer de parser le document HTML, de parser tous les fichiers JS, etc. Ce que je sais en tout cas, c'est que je ne connais pas de serveur qui le fait automatiquement aujourd'hui, donc ça n'a pas l'air évident. Sinon, ils auraient rajouté ça à Apache depuis très longtemps et ça marcherait sans que même vous le sachiez. Donc ça reste une sacrée fichue question. Il y a un problème aussi sur la minification, la compression. Donc là, mon but, c'était vraiment de servir mes sources sans transformation à mon navigateur. Du coup, ils ne sont pas minifiés. Faudrait peut-être le faire. Bon, ça, j'avais pas envie de le recoder à la main, mais on pourrait juste passer un script. La compression, c'est encore beaucoup plus grave. La compression, ça, limite, j'aurais pu le faire à la main. Il y a un paquet gzip dans Node, et puis ça serait fait en 3 lignes. Le problème, c'est que compresser 200 fichiers séparément, c'est tout pourri. Le gzip, il commence à marcher quand j'ai un gros fichier et qu'il peut retrouver des patterns dans tous les fichiers. Donc en fait, d'une façon générale, le niveau de compression, même si je le faisais, serait mauvais. Et ça, j'ai pas spécialement de solution. Donc comment on met ça vraiment à l'échelle de la production? Il reste des questions auxquelles je ne sais pas répondre. La suite, JavaScript. Donc je vous laisse un petit peu avec les problématiques réseau et j'attaque un petit peu le fond du problème, à savoir le JavaScript. Là, c'est le JavaScript au niveau langage. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme JavaScript en termes de niveau de langage dans le navigateur? Alors, le petit passage théorique, le JavaScript est formalisé par l'ECMA, donc un organisme suisse
normalisation. Il est un peu détonnant dans l'univers vu que c'est pas du tout c'est pas un organisme très connu des normalisations informatiques, mais c'est celui qui a choisi Netscape il y a très longtemps pour normaliser son JavaScript. Plus précisément, c'est le Technical Committee 39 de l'ECMAScript qui fait ça. C'est important de connaître le nom TC39 parce qu'avec le mot-clé TC39 dans Google, vous pouvez retrouver à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le processus de validation du langage. Alors, rapidement, l'historique, ça c'est mon petit slide historique d'Internet et du JavaScript. Le JavaScript est un langage qui a plus de 20 ans. C'est un ancêtre. C'est pas aussi vieux que le C, mais c'est quand même honorable. Alors au début, il y avait un petit peu d'émulation, 97, 98, 99, on avait un peu des versions, et puis après, ça a été le drame. 15 ans, bon, à peu de choses près, hein, ES5 n'a pas révolutionné la planète, 15 ans sans rien, ça a été long et pénible. Il y a un ES4 qui n'est jamais sorti, parce que c'est une longue histoire. Mais bon, ça a été long. Donc ça a été un langage qui pendant 15 ans n'a pas évolué, qui a reçu une réputation qui lui est chère, de langage inutilisable, on va dire. Et pourtant, c'est pendant ces 15 ans que sont sortis les navigateurs qui ont transformé le langage tout lent et inutilisable en un truc, en peut-être une des virtual machines les plus puissantes de l'univers, à réussir, avec le langage tel qu'il est, de le faire tourner à une vitesse relativement incroyable. C'est l'apparition de Firefox et de Chrome, pour la petite histoire. Edge, au dernier, c'est beaucoup plus récent quand même. Et puis, je ne sais pas d'ailleurs qui c'est qui a vraiment remué les choses, mais à un moment, il y a l'ECMA qui s'est réveillé, TC39 qui s'est réorganisé, et ils ont dit, bon, maintenant c'est fini les conneries, on fait des normes, on améliore ce langage, et on se force à avoir un vrai procédé, et on fait une release par an. Et depuis 2015, ils ont grosso modo atomisé la norme avec tellement de nouvelles choses que c'était un nouveau langage, ES 2015, et on a effectivement une release par an de release. Donc aujourd'hui, officiellement, on est en ES 2018. Et ça, c'est le... Alors je vous incite évidemment à le lire en détail. C'était le but de ce slide. Non, c'est la référence pour les développeurs. Il est un peu connu ce slide du support dans les navigateurs de toutes les fonctionnalités du langage JavaScript. ES 2015, je crois qu'il y a des versions supplémentaires après, mais bon. Grosso modo, la grosse colonne verte du milieu, c'est les navigateurs modernes. Tout ça pour dire en résumé que aujourd'hui, les navigateurs modernes comprennent très bien notre langage qui a beaucoup évolué. Évidemment, il y a d'autres plateformes. Je ne vous cache pas que IE11 est une belle colonne bien rouge. C'est la première colonne rouge à gauche des colonnes vertes. Mais en dehors d'IE, ça marche drôlement bien. Et du coup, la question, c'est... alors, je ne sais pas si vous connaissez Babel, je fais quelques a priori. Donc, Babel, c'est vraiment le truc où on code dans le Java en ES 2018, aujourd'hui, et on fait passer la moulinette, littéralement, et il nous sort un nouveau fichier JavaScript qui est censé marcher dans les navigateurs. Et on fait ça depuis 3-4 ans parce qu'on a envie de coder en joli JavaScript avec les navigateurs, et qu'on n'a pas envie de s'embêter pour IE11, et on a envie que quelqu'un d'autre s'embête pour nous. Donc ça, c'est le rôle de Babel. Et aujourd'hui, on a ce tableau qui est ouvert et on utilise toujours Babel. Donc un des objectifs fondamentaux de mon projet, c'était de dire, est-ce que j'en ai encore besoin? Donc évidemment, quand on est un peu brut et qu'on est sur un projet perso, la première chose qu'on fait, c'est qu'on le vire. Et on regarde. Et la réponse est non, on n'en a plus besoin. Mais plus du tout. C'est-à-dire que je l'ai enlevé, je l'ai mis dans le navigateur, et ça marchait pareil. Bon, navigateur, j'ai utilisé Chrome et Firefox, vous l'avez bien compris, je peux aller chercher IE6. Hein. Mais dans Chrome et Firefox, ça marche très bien, mais vraiment, des classes, des arrow functions, des async functions, pour ceux qui connaissent bien le JavaScript, on peut tout utiliser en natif, tout à fait très bien. Donc, conclusion avec le JavaScript, le ciel est bleu. Le JavaScript fonctionne,
On a juste besoin de tuer définitivement IE11 et ça sera réglé. Ah, c'est inévitable en fait, quand on fait ce genre de démarche et qu'on va regarder les normes des navigateurs, IE et des navigateurs qui ne suivent pas le mouvement sont obligés de ressortir. C'est pas une... Voilà, je n'ai pas fait ça pour troller IE, mais ça ressort, c'est comme ça, j'y peux rien. Donc l'ECMAScript a marché du feu de Dieu, mais il y a quand même une question particulière qui est au niveau des modules. Alors officiellement, les modules, ça fait partie de la norme ECMAScript, mais dans les navigateurs, elle est un peu traitée à part. Dans le tableau, le gros tableau vert et rouge, là tout moche, les modules sont exclus, comme si ça ne faisait pas partie de la norme. C'est à part, c'est différent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, ou pour rappeler les bases, les modules en JavaScript, c'est le fait que chaque fichier est isolé, chaque fichier est un module, et chaque module peut exporter des variables, et les autres fichiers, les autres modules, peuvent importer des variables. Chaque module est isolé les uns des autres, et ça crée une structure et une cohérence. Dans tous les autres navigateurs, et d'ailleurs dans les navigateurs quand on n'utilise pas explicitement les modules, le principe c'est je charge tout le JavaScript et je l'exécute bêtement et séquentiellement sans réfléchir. On en est là quand même aujourd'hui dans les navigateurs, c'est ce qui se passe. On exécute des milliers de lignes JavaScript séquentiellement et sans réflexion. Et c'est Webpack en amont qui nous prépare le travail. Donc moi j'ai dit, où on en est en 2018, est-ce qu'on peut utiliser des modules ? Alors on commence à avoir un peu une norme qui dit oui, mais il faut charger le script JS avec la balise script comme on a fait avant, mais en temps normal on mettait type égale JavaScript, et là il faut faire un cas particulier, il faut mettre type égale module. Et ça, comment ça marche, et est-ce qu'on peut s'en servir pour de vrai dans les navigateurs ? Alors le petit point norme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc j'ai pas encore parlé du W3C, il arrive, mais le W3C ne normalise pas pour de bon ce type égal module. Pourtant les navigateurs l'implémentent déjà, donc c'est un peu bizarre. Et ce qui se passe de temps en temps sur le web, c'est que quand le W3C avance trop lentement, son homologue qui a été créé à une époque où le W3C faisait un peu du caca, ils ont créé son contre-organisme de normalisation qui est parfaitement imprononçable, donc je ne le tenterai pas. Et donc les modules dans les navigateurs, ce n'est que normalisé par eux. Disons qu'ils ont leur propre site, vous pouvez aller vérifier. Donc on passe toujours par l'article Bible de Jake Archibald pour nous expliquer un peu comment ça marche, parce que moi je fais partie des gens où même si je m'intéresse au futur du web, lire une norme dans la spec, ça fait mal quand même, hein. Ça fait vraiment très très mal. Donc c'est quand même nettement plus lisible dans un bon article de blog. Donc on lit un peu la doc, on met type égale module et on teste ce qui se passe. Ça marche dans quel navigateur ? Alors, j'ai un certain nombre de slides de support, comme celui-ci, qui, quand j'ai créé le projet cet été, des choses ne marchaient que dans Firefox et Chrome. Et à la rentrée, Edge et Safari se sont bougés les fesses et ont passé en vert. Donc j'arrive à des slides, des technos qui ont l'air hyper fiables, que tout le monde connaît, alors qu'il y a 3 mois, c'était pas le cas. Mais c'est une bonne nouvelle, ça avance. Ça avance. Donc maintenant, les modules sont à peu près supportés par les navigateurs cohérents. J'y suis arrivé. Qu'est-ce que j'en ai tiré ? C'est frais. Pratiquement personne s'en sert en production, à part les petits malins et ceux qui essayent d'écrire un article de blog. Une bizarrerie technique qui parlera potentiellement pas à grand monde, mais tout script JS chargé sous forme de module est considéré comme cross-domaine, comme si le script venait pas de votre site à vous et que c'était potentiellement du code méchant, que Internet allait vous attaquer votre site. C'est bizarre, j'ai pas vraiment compris pourquoi. En tout cas, c'est très chiant à gérer. On finit par y arriver.
Et ça marche grosso modo dans le cœur du navigateur, mais ça ne marche pas sur les bords. Quand on fait un service worker qui utilise du JS mais pour autre chose, ça ne marche pas. Un web worker dans un thread, les navigateurs ne le font pas encore, etc. Donc c'est encore très frais quand même, on voit les limites. Donc, voilà pour les modules. Ça marche. C'est neuf. Et la suite, c'est les web components. Donc là, je vous ai montré pas mal de théories, comment je transfère mes fichiers pour que ce soit pas trop contre-performant, avec quel niveau de code j'utilise, etc. Bon, maintenant, je voudrais implémenter un 2048. J'ai besoin d'implémenter donc, la pure logique du jeu, je l'avais de côté, hein, puisqu'au bout d'un moment, c'est la 4e fois que je fais un 2048 dans des technos différentes, je réutilise quand même un petit peu. Mais les composants, le rendu HTML, comment je le fais? Donc, a priori, quand on lit Internet aujourd'hui, le futur du rendu HTML, des frameworks web, c'est censé être les web components. Donc évidemment, ce genre de projet, on dit chiche, on y va. Les web components sont normalisés par le W3C. Enfin, ils sont là. C'est le W3C, World Wide Web Consortium, ceux qui sont censés normaliser Internet, fondés par le créateur d'Internet. Ils normalisent HTML, CSS. C'est un peu voilà, dans les grandes lignes. Ils normalisent pas JS par contre, c'est ça qui est bizarre. Donc ce W3C est en cours de normalisation des web components. Les web components, déjà c'est pas une norme, c'est un ensemble philosophique de plusieurs normes qui créent un ensemble philosophique de quelque chose qui est censé exister. Mais les vraies normes, c'est les 4 là. Custom Elements, Shadow DOM, Templates, HTML Import. Donc on les voit une par une. Vous verrez qu'HTML Import est dans une situation délicate que je reverrai en détail. Ça risque de sauter. Je spoil. Alors d'abord, on commence par la norme simple, les templates. Alors c'est pas les templates WordPress ou autres templates d'un autre framework. Les templates, c'est la balise template dans vos pages web. Et la balise template dans vos pages web sert à ne servir à rien. Le but de la balise template, c'est qu'elle soit pas ce qui est à l'intérieur existe mais n'est pas rendu dans votre navigateur. C'est à peu près sa définition et son utilisation. À quoi ça sert? Ça sert que derrière il y a un code JavaScript qui arrive, qui récupère ce morceau de DOM et qui en fasse quelque chose. Mais sinon, voilà, quand on met ça dans un document HTML, il ne se passe rien. Et les templates, vu que c'est facile à implémenter, eh ben, ils l'ont fait. Ça va. Ça va se gâter, quand même. Ça va se gâter. Les custom elements. Alors, custom elements, pour moi, c'est vraiment le cœur des web components. C'est vraiment là où on commence à parler. Donc, un peu de code, mais en vrai, vous avez besoin de lire la première ligne et la dernière ligne. Donc, dans la première ligne, on définit une classe. Hello, c'est mon composant Hello, parce que j'étais très inspiré. Extends HTML element. Donc une nouvelle classe qui est fournie par le navigateur et qui définit ce que c'est qu'un élément HTML. On étend le concept d'élément HTML. Et là, ça commence à être cool. On définit dans la classe, on définit notre comportement. C'est le contrôleur de n'importe quel composant, de n'importe quel framework. Je ne détaille pas comment on fait ça. Ça peut être un peu verbeux. On parle des propriétés de la balise, etc. La finalité, elle est tout en bas. Custom Elements dans la ligne. On voit Custom Elements. Donc ça, c'est la nouvelle API qui est fournie par le navigateur. Point define, je définis le comportement d'un nouveau Custom Elements. Je lui donne un nom, ce qui sera le nom de la balise qu'il faudra utiliser pour déclencher ce Custom Elements. Donc ici, sweep hello, toujours avec plein d'imagination. Et deuxième argument, la classe qui définit le comportement de mon Custom Element. Et ça, c'est vraiment le principe de dire votre navigateur vous file une API qui permet d'associer du comportement à une balise. C'est la définition d'un composant. Et c'est vraiment le cœur du bousin. Bon, ça, c'est un peu plus frais encore. Alors, il y a une grande nouvelle. Il a fallu que ça tombe genre 7 semaines, quoi. Mais 7 semaines. Firefox est passé vert. Sans flag.
J'aurais dû refaire le slide, mais fainéant tout ça. Mais par contre, c'est un peu l'effervescence dans la communauté JS, c'est-à-dire que les custom elements sont valides, sont opérationnels officiellement dans les deux principaux navigateurs. Shadow DOM. Donc les lignes de code sont peut-être un peu plus obscures. Le principe c'est de créer une zone de la page HTML qui est en quelque sorte qui fonctionne un peu différemment, qui est en mode fantôme, en mode ombre, si on traduit littéralement. Et le principe, c'est qu'elle est dissociée du reste du document. Et pour ne pas mentir, la fonctionnalité qu'on utilise le plus, c'est que surtout le CSS du reste du document ne s'applique pas à l'intérieur du Shadow DOM. C'est un des trucs les plus importants. Et pourquoi on l'associe directement aux Custom Elements et aux Web Components en sens général? C'est parce que c'est la technologie qui nous permet de dire je peux charger un Web Component et que son style et son rendu de ce Web Component est isolé du document dans lequel je l'insère. Et ça, même nos frameworks React et compagnie ne savent pas le faire aujourd'hui. Et parfois, ils essayent de le simuler un petit peu, mais ils ne savent pas vraiment le faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, ce qu'on voit dans l'exemple de code, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ça dans un Custom Elements. On peut faire ça dans n'importe quel élément du DOM. On se sert de cette norme, par contre, beaucoup plus souvent dans un Custom Element qu'en dehors. Même support que les Custom Elements, c'est un peu frais. Et les HTML import, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le pendant de la balise template. C'est de dire, je veux charger tel document HTML, l'insérer à mon document HTML actuel, et je veux que tu n'en fasses rien. Je veux juste l'importer. Et après, moi, mon code va pouvoir intervenir dessus, etc. Donc c'est plutôt pratique. C'était comme ça qu'on pensait charger les custom elements au début. Et puis il y a des gens qui ont douté, notamment Mozilla, qui a douté fort et qui a écrit un gros article de blog, dont le lien est là, qui dit bon, avec les modules JavaScript que je vous ai présentés tout à l'heure, ça paraît pas bien nécessaire, et puis la norme elle est un peu mal gaulée, donc on va dire qu'on va pas le faire. Voilà. C'est un peu bizarre, mais c'est une fonctionnalité qui m'a beaucoup apprise, parce que encore aujourd'hui, on va sur webcomponent.org, qui est une organisation qui est beaucoup boostée par Google, et on voit les HTML import comme un truc normal qui fait complètement partie des web components. Ouais, sauf que ça va pas marcher, que les HTML import. Ça va pas marcher. Il n'y a que Google qui... Voilà. Donc c'est là où on se rend compte que les web components, c'est quand même un monde de lobby et quelque chose d'un peu compliqué, d'une certaine façon. Alors, au final, mes web components se sont présentés comme ça. Ça, c'est ma page HTML finale, en quelque sorte, où j'ai juste mon point d'entrée JavaScript avec un type égal module. J'ai mes premières balises HTML qui sont enrichies par des web components. Et ça fait mon site. Et ça, c'est plutôt cool. Pour définir un composant, je l'ai fait comme ça. Au début, je l'avais fait avec des HTML import et des templates. Et puis après, je me suis rendu compte que dans ma règle des deux navigateurs, ça ne marchait pas. Et du coup, j'ai changé de fusil d'épaule. J'ai fait ça avec une string pour le template. Et j'ai utilisé les custom elements. J'ai fait define. Chaque custom element, je lui attache un shadow DOM parce que j'ai appris toutes ces belles normes. Et ça commence à marcher. J'ai un pseudo mini framework dans mon application. Conclusion de ma découverte des web components, ça reste une API très bas niveau, c'est-à-dire que c'est super rigolo de faire 10 lignes de code juste pour récupérer un argument à mon composant, quoi. C'est quand même... voilà. Bon, j'ai promis de ne pas trop troller le principe même des classes, donc je m'arrête à ce sujet-là. Un truc que j'ai été étonné, moi qui suis dans l'univers du web depuis longtemps, les web components, j'ai l'impression qu'on en parle depuis toujours. Ça a été mis dans Firefox cette semaine. Donc le temps de maturation de ce truc est quand même relativement incroyable. Edge, je crois qu'ils ont commencé à l'implémenter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'HTML import. On sent que c'est un univers qui est très boosté, qui est très influé. Et il y a des systèmes de lobby
par rapport à qu'est-ce qui doit être dans la norme, qu'est-ce qui ne doit pas l'être, avec les grands acteurs qui sont grosso modo Google, Facebook et Mozilla, pour les plus actifs, on va dire. Par contre, la promesse d'origine qu'on m'a faite avec les Web Components, et je l'ai validée, le DOM, le navigateur est votre framework pour faire des composants, et ça fait quand même plutôt plaisir comme ça. Donc je suis un peu en retard, donc donc la partie débordement en quelque sorte, je vais aller assez vite. Donc là c'est la partie du talk où je dis que là je peux faire un 2048, c'est pratiquement comme ça que je l'ai fait, mais comme j'ai 2-3 frameworks quand même que j'aime beaucoup d'amour, je suis allé un peu plus loin et j'ai réimplémenté un peu des frameworks. Donc le concept du state management que Redux avait inventé, je me suis dit que j'aimerais quand même beaucoup l'avoir, et c'est le fait de dire que je centralise toute l'intelligence, tout l'état de mon application à un endroit pour que ce soit plus facile à mes composants de communiquer avec cet état de l'application. Je ne fais pas tout le talk sur Redux, j'en ai un autre si vous voulez, il y a des vidéos, etc. Bref, passons. Et Redux c'est censé être facile, alors moi je dis chiche, et puis tant qu'à faire je le mets dans un thread parce que c'est encore plus cool de se dire que la logique du jeu est dans un thread différent du rendu du jeu. C'est plutôt cool. Donc je suis allé voir la norme du web worker, donc je passe rapidement, on lance un thread, on lui envoie des petits messages, ça se passe plutôt bien, et en plus ça marche vraiment dans les navigateurs. Pour une fois je n'aurais pas eu à me battre. Donc je passe rapidement sur le code, j'ai implémenté mon MIDI Redux, vous voyez, pas énormément de lignes de code. Ce que vous devez imaginer, c'est que derrière la fonction reducer qui est là et qui n'est pas implémentée, il y a tout 2048. J'ai un état de jeu avant, j'ai une action qui dit dans quelle direction j'ai bougé, et la seule fonction me dit l'état du jeu en sortie, et avec ça, j'ai mon jeu, et je peux complètement découpler mon rendu de la logique du jeu qui est derrière cette fonction. J'ai plus qu'à connecter mon store sur mes composants, et mes composants, au lieu de réinventer 2048, ils ont juste à afficher le nouvel état du jeu. Et là j'étais super content. Ça marche bien, je l'ai vite codé, en même temps je connaissais bien Redux. Les web workers, je n'ai pas ramé une seule seconde, donc c'était plutôt cool. Par contre, comme dit, les modules qu'on a vus tout à l'heure, je les avais pas dans les web workers. Donc j'ai dû refaire des variables globales et des imports de script old school, et ça m'a un petit peu peiné, mais c'était comme ça. Par contre, il y a un truc qui m'a fait du mal, c'est il faut calculer les modifications. Parce qu'avec un framework comme ça, j'ai l'état du jeu d'avant, et ma page web, à un moment, elle affiche l'état d'un jeu. Et mon framework, il me dit, maintenant le jeu il est comme ça, donc modifie ta page web. J'ai fait, ouais, ok, je vais faire un algo, je vais aller modifier mes petits nœuds de DOM un par un truc, et j'ai écrit ça. Je l'ai écrit en 3 fois et en 3 heures, je crois, un truc comme ça, et j'étais pas content. Ça m'a fait cette impression-là. Mais c'est horrible, je veux pas faire ça. Et comme là, je vous ai dit, je suis plutôt pro-framework, je me suis dit, c'est quand même dommage, il y a des frameworks, on leur donne un état du DOM d'avant, un état de DOM d'après, et ils se démerdent. C'est exactement ça que je veux, j'ai pas envie de leur coder à la main. Mais ouais, il y a des frameworks qui le font très bien, mais là par contre, zéro code source externe, jamais j'y arriverai, quoi. Sauf que bon, j'ai quand même regardé. Alors cet article de blog, on le voit pas... C'était l'occasion de parler du docteur, l'illustre docteur. Si vous ne connaissez pas ce bonhomme quand vous faites du JavaScript, vous avez raté un truc. Docteur Axel Rochmeyer, très très intéressant blog. Et un peu plus profond dans l'article, on découvre qu'on peut parser une string. En fait, le navigateur a déjà une API, vous pouvez parser une string et en faire un document. Ça existe, c'est une ligne. Moi, je dis cool. Je serais peut-être presque à y arriver finalement à faire un VDOM. Et puis après, je suis tombé sur cet article de blog. Donc là, par contre, je connais pas du tout l'auteur. Mais bravo à lui. En 2 articles de blog, il m'a expliqué comment on faisait un virtual DOM. Donc un algo générique qui est capable de passer d'un DOM à un nouveau DOM et faire toutes les modifications. Je fais OK, allez, j'essaye pour jouer. Donc grosso modo, le cœur du code s'est passé à cet endroit-là. Et au final, un VDOM, c'est pas si compliqué.
le truc à comprendre. C'est juste un algo basique sur un graphe. Alors pour ceux qui codent pas, et je les connais là, qui sont devant et qui codent pas et qui ont peur, c'est un algo relativement typique sur un graphe où on compare deux nœuds du graphe. Grosso modo, si dans le nouveau DOM il y a un nœud et dans l'ancien DOM il n'y avait pas de nœud, ben on ajoute le nouveau nœud. Si avant il y avait, je vais me mélanger, mais bon, ouais non, je vais pas y arriver. Bon bref, je fais les comparaisons nécessaires sur un nœud. Si les nœuds matchent, je fais une récursion et j'appelle tous les nœuds enfants et je fais le même algo. S'il n'y était pas, je la rajoute. S'il y était déjà, je l'enlève, etc. Et finalement, cette fonction centrale, c'est le cœur de mon VDOM et c'est pas si compliqué que ça. Il y a pas mal de fonctions autour, donc ça fait quand même une centaine de lignes de code, mais c'est pas si fou que ça. L'idée même du Virtual DOM de React n'est pas impossible à concevoir. C'était le message. Et grosso modo, l'intérêt dans tout ça, c'est que mon algo tout fou là, avec le singe tout à l'heure, est devenu juste une string un peu intelligente où je dis, eh ben, en fonction de la position de mes tuiles, je calcule la nouvelle position de mes tuiles, et à la fin, en bas, je lui dis render, démerde-toi, et ça marche. La première fois où ça marche sur son propre code, je vous assure que c'est relativement jouissif. Tu lui dis render, ça s'affiche. Et là, conclusion, un Virtual DOM c'est cool et on y arrive. Comme je vous l'avais dit, parseur natif, en fait la moitié du blog sur le comment faire son propre VDOM, c'était le parseur. Je l'ai écrit en une ligne, donc ça c'était plutôt cool aussi. Ah oui, et ça c'est mon slide démo, parce que je suis à la fin et que je dois faire une démo. Bon, je vous préviens tout de suite, elle va pas être folle parce que je me suis pas imposé un truc hyper compliqué. On y voit juste un 2048 qui marche. Ce qui n'est pas foufou en soi, ça marche. Dans la console ici, on voit simplement mon mini Redux, mon état qui dit j'ai un move dans la direction 0, ce qui doit être, j'en sais rien, vers le haut j'imagine, vu que j'ai fait trop de CSS dans ma vie, donc ça doit être vers le haut. Mes valeurs random, et ce qui me pond en réponse, c'est le nouveau board, qui est un tableau avec mes nouvelles tuiles. Dans les éléments, ce qu'on va voir, c'est des shadow DOM à tous les niveaux, parce que c'est le principe. Alors, c'est pas hyper pratique. Alors ça, il va peut-être falloir qu'il fasse un effort dans les navigateurs. C'est pas hyper pratique de se balader dans un DOM avec du shadow DOM dans tous les sens, mais en tout cas, c'est le cas. Et mon fameux network avec mon push, si on le voit pas bien dans le waterfall qui est là, on le voit au moins ici, on voit que tout a été pushé. Et puis vous pouvez vraiment jouer, hein, ça, voilà. Puis il vous dit que vous avez perdu au bout d'un moment. Et j'ai découvert que c'est pas si facile de perdre en fait. Il y a un algo en fait, voilà, c'est difficile de perdre avant 256 on va dire. Voilà, j'ai 4 slides de conclusion, si je retrouve la télécommande. Ah oui, je vous promets, ça ne dure pas longtemps. Évidemment, je vais un peu toujours trop loin. Et toute la démarche, j'en ai fait un framework. Parce que quand même, l'API des Web Components, c'est quand même un petit peu chiant à utiliser. Et puis j'ai quand même écrit un VDOM, quoi. Il fallait que je le mette quelque part. Donc j'ai fait un framework qui s'appelle Compo, et qui grosso modo est une surcouche à l'API des Web Components pour les faire de façon un peu plus ludique, on va dire, avec une API un peu plus sexy. En tout cas, moi, personnellement, je préfère coder comme ça que sans, on va dire. Et puis, il y avait un peu le côté j'ai fait un framework web. Ça quand même, c'est plutôt cool. Conclusion. Alors, conclusion, pas du framework, hein, mais de toute la démarche, toute la présentation. Et ben, je me suis bien marré, et les projets perso, c'est important d'en faire. Moi, je crois que j'ai démarré ce projet perso après une conf d'un mec qui racontait un projet perso. Et pour dire que les projets perso, c'est important, ne vous imposez pas qu'un projet perso soit utile. Un projet perso, c'est toujours utile, c'est juste la démarche qui est utile. Je me suis bien amusé.
J'ai redécouvert, alors peut-être c'est quelque chose que je vivais quand je commençais dans le web, le plaisir du un beau matin ça marche plus, parce qu'il y a un navigateur qui a fait une mise à jour et que ça pète. Je vous assure que je l'ai eu sur ce projet. J'entends beaucoup, j'en faisais partie en plus, des gens qui disent ouais non mais maintenant les navigateurs c'est plus emmerdant quoi, les différences entre navigateurs il n'y en a plus. Alors oui, dans ce qu'on fait tous les jours, c'est vrai, mais si vous allez chercher un petit peu les limites des normes d'aujourd'hui, il y a toujours des sacrées différences entre les navigateurs. Mais quand même, il y a des bonnes choses. Et encore là, je vous parle que des web components et du cœur du web en quelque sorte. Il y a tout ce qu'on a vu plus juste avant, aujourd'hui même sur le WebVR et compagnie. C'est vraiment, il y a encore plein de choses à voir. J'aimerais bien que Compose soit le futur du développement web, mais c'est peut-être juste une petite lorgnette d'aperçu, mais c'est clairement, ça a encore beaucoup évolué. Voilà, tout ça. Évidemment, tout le code que j'ai fait est accessible sur GitHub à cette adresse-là que je tweeterai si vous n'avez pas eu le temps de prendre la photo, parce que je suis déjà passé. J'ai abusé des photos et j'essaye de rendre les crédits à tous ces gentils photographes d'Unsplash. Et d'ailleurs, merci à Unsplash qui sponsor de mes slide decks depuis quelques temps. Merci à vous et c'est tout pour moi.